bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. Alors, nous sommes aujourd'hui à la journée agile du 7 juin à l'hôtel Van der Valk à Nivelles. Face à moi, j'ai Benoît Vrins. Benoît, tu avais une session, donc tu as proposé un sujet. De quoi tu parlais? Quel était le but? Et après, on va aller un peu plus en profondeur dans le contenu. Bonjour à toi Michel, d'abord. Mon intervention en fait aujourd'hui c'était plutôt un atelier donc qui était vraiment ouvert seulement à 10 personnes. Je dois bien avouer que j'étais un peu surpris à la fois par l'étendue de la salle juste à côté. On est peut-être, je sais pas, 300, 400 personnes aujourd'hui. Ouais. Donc c'était particulièrement énorme et puis effectivement on est passé dans une salle et j'avais demandé à limiter l'atelier à 10 personnes puisque j'étais facilitateur de l'atelier et donc seul déjà face à 10 personnes c'était pas mal. Et donc aujourd'hui cet atelier en fait j'ai présenté un jeu de cartes qui s'appelle Challenger mon projet digital. En fait, chez Spade, notre agence, on a créé différents jeux de cartes qui s'appellent les Minotaur UX Kit. On a 5 jeux de cartes actuellement. Et aujourd'hui, j'ai proposé une activité autour de ce qu'on appelle un serious game. Donc vraiment un jeu, mais qu'on va faire dans un environnement professionnel. Et dont l'objectif ici, c'était de challenger son projet digital. Alors, on parlera bien entendu de ce que Spade propose comme service auprès des entreprises, mais j'ai envie d'abord de sonder un peu la température sur la gamification. Moi, je suis pas vraiment un grand expert de gamification. C'est-à-dire que moi, j'y suis arrivé un petit peu par la petite porte. C'est-à-dire que j'ai commencé à être facilitateur d'ateliers il y a plusieurs années et que j'y ai vu un bon moyen à un moment de pimper en fait mes ateliers par la gamification. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Je te dirais pas que j'ai une grande expérience d'avoir en tout cas de pouvoir faire un benchmarking du monde de la gamification. Mais ta perception m'intéresse. Je vais te parler de déclic en fait. Moi j'ai eu un déclic, c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer un grand monsieur de la gamification qui est Maître Tiagi, qui est venu faire une masterclass une après-midi ou une journée peut-être même à Namur. Voilà, c'est un monsieur qui habite aux États-Unis, qui est d'origine indienne et qui effectivement a écrit énormément de livres sur le sujet et propose effectivement des masterclass et des formations pour pratiquer la gamification. Voilà, moi ça a été un déclic cette rencontre et donc tout de suite j'ai vu ce que je pouvais faire avec ça si tu veux. J'avais une idée derrière la tête et je l'ai réalisée au travers de ce déclic si tu veux. Dans l'histoire, on va remonter un peu en amont. Ta formation au départ, c'est quoi? Je suis UX designer. UX designer, donc expérience utilisateur en priorité. Voilà. Et c'est aussi un élément qui va intervenir dans ce choix de rajouter du jeu dans tes ateliers de facilitation? Oui, en fait, très clairement. Enfin, je te parlais tout à l'heure que j'animais déjà pas mal d'ateliers, que ce soit en consultance ou dans des phases d'idéation de projet, etc. Et donc, oui, moi, en tant que UX designer, quand j'anime des ateliers ou quand je participe à des ateliers, en fait, je suis toujours, j'ai envie de dire, le bad cop du UX, quoi. Donc, c'est-à-dire que je suis là pour rappeler pour qui on travaille, pour les end-users, comme on dit, les utilisateurs finaux, etc. Et donc, souvent, effectivement, je suppose que tu as ta propre expérience, quand on travaille sur des projets, on a sa petite idée derrière la tête et on essaye d'avancer. Mais donc voilà, c'est bien d'avoir ce personnage en fait qui ramène un petit peu dans la conversation l'utilisateur final. Et alors finalement, d'une certaine manière, il y a plein de méthodes pour le faire, quoi, si tu veux. Et donc la gamification en fait partie pour moi. Voilà. Dans le rôle de UX, on s'occupe plus du côté récepteur, en fait, finalement. On fait prendre conscience que le récepteur du message, il est important. Quand on est UX designer, on a des habitudes, on a des règles, des concepts qu'on a bien ancrés. On a une vision, tu vois, bien précise. Et je me dis que quand tu apportes du jeu comme ça, en fait, tu un peu bouscules les barrières parce que tu vas interroger les réactions des utilisateurs. Ouais. Tu vas parfois redécouvrir des choses que tu aurais pu ou oublier, ou rater, ou ne jamais avoir pensé. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça le but au départ? Est-ce que tu as vu ça apparaître ou pas encore? Oui, c'est un des aspects indéniables des choses, quoi, effectivement, mais je pense, je reste dans un niveau de confort, c'est-à-dire que moi, quand j'interviens en tant que UX designer ou en tant que facilitateur d'atelier, généralement, les gens savent pourquoi je suis là. Donc, d'une certaine manière, même si je peux dire que je suis un bad cop, d'une certaine manière, ils s'attendent forcément à un moment donné qu'on parle d'expérience utilisateur et qu'on mette l'utilisateur au centre des débats. Voilà, donc en soi, il y a une acceptation assez rapide de prendre en compte cette dimension-là, quoi. Ça, moi, j'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça, si tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours accepté ma présence et accepté d'intégrer la dimension UX dans les débats des ateliers, quoi. Et est-ce que le jeu t'amène des surprises parfois ou des choses où tu ressors de ce que tu pensais être acquis? J'ai pas un exemple comme ça en tête, mais des surprises pendant les ateliers, il y en a plein, tu vois. Enfin, moi, en fait, C'est par vrai, exemple, encore maintenant. allez, aujourd'hui, j'étais assez surpris, mais en fait, par exemple, typiquement, quelque chose qui est assez marrant, c'est l'exploitation de l'espace. L'atelier que j'ai fait avant ici, la journée agile, c'était à Liège. J'avais un microscopique espace. On était vraiment bien serré, ça sentait bien la transpiration. Il faisait froid dehors, donc on n'avait pas pu ouvrir les fenêtres. Et ici, j'avais un espace énorme. Et donc, en fait, la gestion, le rapport à l'atelier est complètement différent. Moi, j'étais hyper impressionné.
J'avais donné des consignes au départ pour dire écoutez, je vous propose ceci et cela. Et puis après, je me suis absenté 30 secondes parce que j'avais un souci avec mon ordi ou je ne sais plus quoi. Et je reviens, il y avait une exploitation de l'espace que j'avais pas prévue en fait. Ouais. Et puis je me suis dit mais en fait c'est génial quoi. Donc en fait, comme par exemple je vais prendre l'exemple concret ici, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se passer à l'atelier d'avant vu le manque d'espace. Mais ici, comme on avait carrément rassemblé 4 tables et qu'en fait j'avais séparé le jeu en 4 paquets de jeux, les participants ont dit on va prendre une table par paquet. Et donc ils ont séparé les tables, mais ils les ont carrément bougées, etc. en disant ça c'est la table du paquet 1, ça c'est la table du paquet 2. Et j'ai dit purée, mais c'est génial, j'avais même jamais pensé à ça. Et donc j'avais par contre donné comme consigne qu'on reste debout. Et donc, c'était leur manière de se dire, OK, on va agir dans l'espace, on va rester debout, on va bouger les chaises, mais on va carrément bouger les tables, quoi. Et je trouve ça marrant, en fait. Ouais, pas mal. C'est un chouette partage, ça. Pour revenir à ton activité principale, donc ta société, quels sont les services que tu proposes? Quelles entreprises t'accompagnent? Pourquoi? Nous, chez Spen, on travaille beaucoup avec les entreprises sur leur présence en ligne, mais essentiellement dans la dimension de la conception de l'écosystème digital, donc leur présence, donc la présence vraiment de la réalisation d'un site web, mais aussi l'identité visuelle liée au digital, la maturité numérique. L'image de la marque aussi? Ouais, une image de marque, etc. Donc c'est essentiellement de la communication digitale. Donc on est une agence de communication digitale. Ça, c'est vraiment la façon la plus courte de le présenter. Et évidemment, on réalise des sites web, quoi. Donc voilà. On travaille beaucoup sur des plateformes de contenu. Donc, il y a la plupart des gens qui viennent chez nous, les organisations, les ONG. On travaille beaucoup avec les ONG aussi. En fait, souvent, c'est un problème de contenu qui est là. Donc, c'est parfois beaucoup de contenu et comment l'organiser. Donc, c'est beaucoup d'architecture d'information, par exemple. Évidemment, on vient d'en parler, c'est ce rapport à l'expérience utilisateur. À qui est le vécu du visiteur, le visiteur, qu'est-ce qu'il vient trouver, qu'est-ce qu'il s'attend à trouver, etc. Donc, c'est là où on travaille pas mal les aspects en atelier. On réalise pas mal de sites web dans cette réflexion-là. Et donc effectivement, avec le temps, on a défini toute une série d'éléments méthodologiques qui a pris la forme de ce qu'on appelle maintenant les Minotaurs. Un Minotaur qui a vraiment 2 aspects, un framework technique et une méthodologie dans laquelle, par exemple, on utilise les jeux de cartes. Voilà. Alors, tu as parlé d'éthique. Ouais. Il y a une chose qui est dans le digital, me touche beaucoup, c'est le côté inclusif. Ouais. Par exemple, moi, je fais des podcasts qui sont transcrits pour les sourds et malentendants. Ouais. Il y a des polices d'écriture qui sont favorables plus que d'autres pour les personnes qui ont un handicap, pour qu'elles puissent accéder au contenu web. Est-ce que c'est ça que tu cibles dans l'éthique? Est-ce que c'est un point d'attention que vous avez? Oui, en fait, chez Sped, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. J'ai envie de dire, l'agence, elle a été conçue en 2011. Donc voilà, ça fait quand même 13 ans, aussi loin que je remonte. Donc 2011, mais voire même avant. Je me rappelle avoir animé, co-animé en tout cas, des conférences et des ateliers autour de notamment l'accessibilité avec AnySurfer, qui était déjà présent en 2011 aussi. J'ai envie de dire, on est arrivé avec ça, en partie ce bagage éthique, et puis effectivement qui a pris avec le temps toute une série d'autres façons de le présenter, etc. Moi, j'aime beaucoup le mot éthique, c'est celui dans lequel je me retrouve le plus personnellement. Après, on peut parler de durabilité. Il y a plein de façons de le présenter. Chez Sped, si j'ai envie de parler en mode d'aujourd'hui, en fait, ici, j'étais très content de voir que Lizit était parmi nous ici à côté d'AnySurfer, parce qu'en fait, nous, un des outils qu'on utilise beaucoup, c'est le GR491, qui est un référentiel en fait, et que je trouve très intéressant parce qu'on manque de référentiels particulièrement en Belgique. Alors, par référentiel, j'entends une norme que les agences ou les acteurs du numérique peuvent suivre en se disant si je suis ces règles-là, je vais être éthique ou je vais pouvoir développer vraiment une réflexion de fond sur la durabilité du numérique. Je travaille dans une asso à côté de mon boulot chez Pixis. La raison pour laquelle on est devenu sponsor, c'est leur présence aussi. Une des raisons. Ok. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais je te laisse continuer. Ouais, voilà. Moi, j'en parle parce que je trouve que c'est un outil qui mérite d'être plus connu, qui manque sans doute encore un peu de visibilité. Je pense aussi qu'on a un rapport géographique aussi. Je veux dire, par exemple, si on prend la France, il y a beaucoup plus de référentiels ou en tout cas plus de visibilité ou plus d'accompagnement au niveau public pour suivre des normes. Je pense par exemple à Opquast, par exemple. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais je pense que le fait que le territoire est plus vaste avec plus de population, ça va jouer un rôle parce qu'évidemment, on va toucher plus de monde que dans un plus petit territoire. C'est peut-être plus difficile parfois et on va attendre les voisins. Voilà, exactement. Puis bon, il faut rester cohérent aussi. On a un petit pays en plus qui est quand même complexe avec trois langues nationales. Enfin voilà, donc c'est des choses qui ne facilitent évidemment pas les choses au niveau de l'harmonisation. On est dans un monde agile avec des itérations, de l'adaptabilité et Dieu sait qu'on est dans un momentum important parce qu'il y a pour les gens de digital, on va être d'accord sur ce point. Je pense qu'il y a 2 grands switches qui sont en train de se faire. Le premier, c'est les IA.
Quand tu parles de site web, de référencement, de SEO, de Search Engine Optimization, j'ai la surprise de voir que quand j'interroge comment on a entendu parler de nous, je me rends de plus en plus compte et j'entends de plus en plus « Ah, j'ai interrogé tel IA et votre résultat est sorti en premier. » Ah bon, waouh. J'ai un ami qui est dans le secteur du marketing sur ce type de choses et qui me dit ouais, mais on peut même influencer les IA pour que justement tu sortes. Alors j'entends des gens dire ouais, mais ça va changer le métier du SEO, ça va changer le métier de la création des sites web. Qu'est-ce que ça change dans votre métier? Comment êtes-vous prêt à vous adapter à ça? C'est une question, j'ai envie de dire, qui est ultra présente. À la fois, ça reste très compliqué parce qu'il y a tellement d'informations qui fusent de tous bords par rapport à l'IA que je trouve ça assez difficile de se faire une opinion et de se placer en fait. Voilà. Et ici, par exemple, moi j'ai trouvé pas mal de réponses durant cette journée agile parce que forcément l'IA était présente ici dans les présentations. Et de nouveau, il y avait une présentation autour de l'IA et de la dimension d'éthique. Enfin, il y en avait même deux. Avec Thierry, oui, voilà, Thierry qui parlait en même temps que je faisais mon workshop, mais après il y avait une autre qui était plus tournée autour notamment de l'approche d'accessibilité, etc. Tu ouvres ton LinkedIn aujourd'hui ou tu ouvres n'importe quelle page web, tu parlais de Google tout à l'heure, tu es bombardé d'informations sur l'IA, tu as des formations à tout va là-dessus, tout le monde prend parti. Tout le monde est prompteur. Voilà, même sur ton Netflix maintenant, on te dit, il y a des films, voilà, on parle plus d'Android, on parle de IA, le mot Android semble faire partie du passé, j'ai presque envie de dire. D'office, c'est une intelligence artificielle qui est présente. Très concrètement, chez Sped, on fait des tests, on fait beaucoup. Et en fait, on est pas mal à l'écoute de nos clients qui sont, je pense, aussi pas mal perdus. Moi, je pense que c'est vraiment la dimension de learning, quoi, de se dire, OK, il y a des choses de nouveau, des normes qui arrivent. Tout à l'heure, c'était ce dont on se disait, l'IA Act, comme l'accessibilité Act qui arrive l'année prochaine en 2025. L'IA Act en Europe arriverait en 2026. Voilà, c'est se préparer à ça. C'est aussi amener cette dimension de réflexion, de se dire, qu'est-ce qui est bien pour mon entreprise? Parce que, bon, oui, mettre en place un système de recherche de données où tu peux interagir avec une IA, avec une entreprise en soi, j'ai envie de dire ça, c'est ce qui est sur la table en termes de services faciles, entre guillemets, ou en tout cas de réflexion facile qu'on peut introduire avec un client. Mais on démarre toute une réflexion autour de l'éthique et puis aussi de la durabilité, puisqu'on sait bien que des requêtes comme ça, est-ce qu'elles sont réellement nécessaires ou en tout cas, quels sont leurs impacts effectivement en termes de sobriété numérique, etc. Donc il y a ces réflexions-là que moi personnellement me parlent le plus, quoi, on va dire. Ce qui est marrant, c'est que quand on parle d'éthique, j'entends et je conçois et j'admire le rôle que tu prends et la position marquée que tu affirmes et je respecte ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais souvent, je me fais la réflexion que, ok, nous on joue notre rôle, on parle d'éthique, on fait une réflexion sur ça. On a l'intervention de Thierry et d'autres dont tu parlais, mais on n'est pas seul. Je me dis qu'il y a un acteur qui est fort absent sur les prises de décision de l'éthique, c'est le politique. Moi, ce qui me choque par rapport aux IA, c'est que, c'est une parenthèse, c'est qu'on met en place, en production, comme on dit toujours, un événement, l'IA, mais on n'a pas réfléchi à l'éthique d'abord. Moi, je crois que cet acte, il aurait dû être d'abord présent, puis après on met en place, et pas l'inverse. Et c'est un peu dommage d'en arriver là. Et alors, le deuxième bouleversement dont je parlais tantôt qui va arriver, c'est les processeurs quantiques qui vont accélérer la vitesse de traitement. Ça va être phénoménal comme bouleversement. Ça va changer aussi votre métier, ça. C'est aussi un deuxième besoin d'adaptabilité agile qui va se manifester. Vous avez déjà fait des tests, vous avez déjà une connaissance par rapport à ça? Non, pas réellement. Enfin, je pense que c'est comme tout, tu vois, effectivement, il y a des bouleversements qui sont là. Alors peut-être qu'on se prendra des raclées à certains moments. Voilà, en même temps, je pense qu'il y a toujours tellement de vitesse. En fait, moi, c'est ça aussi que je me dis, tu vois, c'est dans certains cas, tu peux venir prêcher des choses qui te semblent être assez faciles et intégrées depuis des années, voire des décennies. Et puis face à ça, tu as un public qui te regarde et qui te dit, en fait, tu me parles chinois. Donc voilà. Donc, t'es pas au bon moment. Voilà. Pas... Et donc ici, j'en parlais avec l'équipe d'Any Surfer, la dimension d'accessibilité. Je te le disais tout à l'heure, ça fait 15 ans sans problème qu'ils sont là. Principalement, le label, il existe, etc. Mais je veux dire, le discours, il n'a pas changé en 15 ans. Et il y a des gens qui débarquent ici en disant, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc tu vois. Mais ça, c'est fou parce que tu sais que quand j'ai commencé le podcast, c'était en 2007 et mon tout premier podcast s'appelait le podcast High Tech Belgique et France. Et un des invités que j'ai eu à mon micro, c'était Any Surfer. On était en 2008 et on parle toujours de la problématique de l'accessibilité du web. Ils sont efficaces, ils font un travail formidable. Mais à un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher de te poser la question, mais comment est-ce possible qu'on ait encore besoin d'avoir Any Surfer qui nous rappelle que l'accessibilité du web est un élément important?
Ouais. C'est choquant, je trouve. Ça l'est complètement. Ici, pour moi, en fait, j'ai toujours adoré cette thématique-là. Et Stéphanie, pendant sa présentation, Stéphanie Ramon, l'a tellement bien dit. Elle rappelait en fait les petites citations. Elles sont importantes. Elle citait Tim Berners-Lee, un des fondateurs du web, quoi, et qui disait, mais en fait, la définition du web, c'est sa dimension d'universalité. Moi, voilà, si tu me parles d'IA, j'ai envie de dire ça, et j'ai envie de regarder le web ou le digital en disant, quand on prend une direction par rapport à son métier, par rapport à un secteur comme le digital, j'ai envie de dire, c'est cette dimension d'universalité que j'ai envie de regarder en me disant, est-ce qu'on prend des bonnes décisions par rapport à cette universalité ? Je me suis un peu écarté de l'objectif primaire de l'interview, parler de ton atelier, parce que ça m'interpellait, le fait que tu parles d'éthique. Il y a des challenges qui m'interpellaient aussi dans ton corps métier que j'ai voulu un peu titiller là, dans cet échange. On va revenir vraiment à ton atelier, ce que tu as fait. Ici, la journée agile qu'on va publier ce podcast, elle sera passée. Qu'est-ce que tu aurais envie, d'une part, que les gens qui ont participé à l'atelier aient retenu de ce que tu as fait ? Est-ce que tu as un message que tu veux leur donner ? Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à cet atelier, qu'est-ce que tu leur proposerais ? Parce qu'on va créer de la frustration, là, de la curiosité. Ce que j'espère qu'ils ont retenu, c'est la capacité de pouvoir se dire... On parle souvent de métaphores. Toutes les keynotes que j'ai vues, il y avait à un moment une métaphore quelque part. J'ai utilisé la mienne pendant l'atelier et c'était prendre conscience que démarrer une réflexion structurée, c'était possible facilement, moyennant qu'on puisse réfléchir à cette métaphore qu'on a mis sur la table. Et puis effectivement, le jeu de cartes est un facilitateur de technique, une toolbox qu'on va utiliser pour travailler sur la thématique. Donc moi, j'avais envie de dire, il y a une dimension de devenir acteur de ces ateliers, de les pouvoir challenger ces projets grâce à ce jeu de cartes, etc. Et donc moi, forcément, pendant l'atelier, j'espère qu'ils ont compris cette dimension de pouvoir effectivement agir sur cette dimension-là. Pour ceux qui n'ont pas participé, j'ai envie de dire, évidemment, découvrez nos jeux, les Minotaur UX-Kit. Alors, où est-ce qu'ils peuvent les trouver ? C'est très simple. Donc là, on a mis une plateforme digitale en ligne. Il y a un site web, on peut les commander, uxkit.minotaur.io. Après, on a des formules où on vient faire des ateliers pour challenger les projets. Il y a différentes formules qui sont expliquées sur le site. Et puis alors, on fait des formations aussi qui permettent simplement de monter en compétences sur les jeux pour être soi-même facilitateur d'ateliers. Voilà. Pour cet aspect-là, vous êtes actif dans quel territoire ? Alors Spate, c'est une agence qui au départ est bruxelloise et puis maintenant on a aussi un bureau à Namur, depuis quelques années d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai envie de dire essentiellement sur Bruxelles et la région wallonne. Pour l'instant, comme ça, en tout cas, facilement, ça nous arrive de bouger plus, mais je pose la question parce que tu l'as dit au début, on est un pays un peu compliqué. Il y a français, néerlandais, allemand, anglais. Vous allez aussi dans des entreprises en flamand pouvoir aider ou pas ? Sur plus de 10 ans d'existence, évidemment qu'on a travaillé avec des structures néerlandophones, mais ça reste anecdotique. Par contre, c'est vrai qu'on est à Bruxelles et on a pas mal travaillé avec l'Europe dans le sens large du terme aussi. Et puis Bruxelles reste une plateforme très internationale au départ. Donc effectivement, les jeux existent en anglais. Ah voilà. Et on sait les animer nous-mêmes aussi, des ateliers en anglais, pas de problème. Il y a de la demande aussi en France. La question qui va suivre, c'est est-ce que vous avez des compétiteurs ? Il y a des compétiteurs, puisque évidemment, on n'est pas du tout les seuls distributeurs de jeux, on va dire, si on prend le mot distributeur. Non, mais avec la même approche, par contre. La même approche, j'ai un peu du mal à te répondre. J'ai vu des structures qui font ça. Et effectivement, dans la dimension de facilitation de l'atelier, d'idéation, il y a des gens sur le marché, quoi, tu vois. Maintenant, c'est vrai que la France m'intéresse, quoi. Donc, mais je suis au tout début de mon exploration. Ici, c'est un projet qui est relativement jeune, puisqu'on a sorti nos jeux pour la première fois il y a 2 ans. On a fait un premier batch qui a été complètement vendu. Et donc là, maintenant, on a reprinté une série de jeux et dont on en a sorti un 5e. Et on se dit... On vient de le traduire en anglais, donc il y a des nouvelles choses qu'on lance et on teste. Un dernier point qui va être important, c'est que dans le texte de ce podcast, il y aura un lien. Et les gens suivent ce lien, ils arrivent sur un voicemail, un répondeur. Donc, ils peuvent poser une question, faire un commentaire, une remarque, un encouragement, un remerciement. Ça peut mettre les gens qui ont participé à ton atelier peuvent réagir de cette manière et donner un commentaire aussi. Cool. La fenêtre Internet s'ouvre, on autorise le micro, on s'enregistre, on peut recommencer 2, 3, 4, 5 fois. Et quand on est content du message final, on met son email, on fait envoyer, nous on le reçoit. S'ils nous disent, on peut partager sur les réseaux sociaux, on mettra en commentaire du podcast. S'ils nous disent rien, on te l'envoie en privé. Tu peux répondre en privé parce que tu auras l'email. Ah ouais, c'est chouette. Et j'espère que tu auras quelques messages. Je peux pas te le promettre, mais si tu as quelques messages, ce serait sympa. Ça m'intrigue, j'espère en avoir. Je te remercie infiniment pour ce partage avec moi. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui se préoccupent d'éthique, de valeurs. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me touche beaucoup. Je t'encourage à continuer et je te souhaite bon vent dans ton entreprise. Très gentil. Merci à toi, Michel. Merci.